Bonjour la tribu, aujourd'hui on va parler de clustering de séries temporelles. Alors il y a plusieurs choses à expliquer, hein, le clustering et les séries temporelles. Le clustering c'est simplement une technique statistique, mathématique, pour trouver des groupes de points qui se ressemblent. Par exemple, admettons qu'on a un tableau avec des caractéristiques sur des personnes, donc on a voilà une liste, et puis à chaque ligne on a une nouvelle personne, et pour chacune de ces personnes on connaît différentes caractéristiques, par exemple le revenu, l'âge, le lieu d'habitation, etc. Et on va essayer de trouver mathématiquement des groupes de gens qui partagent les mêmes caractéristiques. Ça peut être une approche qui est très utile par exemple en marketing. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas travailler sur des personnes, mais on va travailler sur des séries temporelles, et c'est un petit peu particulier. Une série temporelle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand on a l'évolution de quelque chose dans le temps. Et là, pour illustrer cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les données de mortalité du coronavirus, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des séries temporelles similaires, c'est-à-dire on a une série temporelle par pays, et en fait on va essayer de trouver des groupes de pays pour lesquels l'évolution de la maladie, et puis la maîtrise de la maladie a été à peu près la même. Alors je vais vous expliquer juste maintenant quelle est en fait l'idée générale derrière le calcul, derrière le processus du clustering. Pour vous illustrer comment ça marche le clustering, je vais vous prendre un exemple très standard sous R, qui est l'exemple du jeu de données Iris. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le jeu de données Iris, je vais le charger avec la fonction data Iris. Et si on regarde le jeu de données, en fait, on a à chaque fois des fleurs qui sont observées, donc une fleur. Et puis on a pour chacune de ces fleurs la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales et la largeur des pétales. Et puis, à chaque fois, on a l'espèce qui correspond. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire, bêtement, c'est simplement faire un graphique, par exemple, de la longueur des sépales en fonction de la longueur des pétales. C'est le graphique que je vous ai montré ici. Donc on a, en fait, pour chaque plante, la longueur des sépales et la longueur des pétales, et puis en couleur, ce que je vous ai mis, c'est simplement le groupe auquel appartient, l'espèce auquel appartient cette fleur. Et on voit en fait que en se basant sur les caractéristiques, donc les pétales et les sépales, eh bien on pouvait en fait trouver des groupes naturels de points qui sont proches les uns des autres, et qui correspondent à différentes espèces. Et en fait il y a des moyens mathématiques de faire ça, on peut l'utiliser de plein de façons. Le cœur du problème, en fait, comment ça se passe, c'est qu'on veut trouver des points qui sont proches les uns des autres, donc on voit très bien ici, hein, par exemple pour la couleur noire, on veut trouver des points qui sont proches les uns des autres et qui sont loin des autres points. Donc là ça marche bien, pour le rouge ça marche un petit peu moins bien, mais là on n'a que 2 dimensions, en réalité il y a 2 autres dimensions qu'on voit pas sur le graphique, puisqu'il y a 4 colonnes dans le tableau, et que là on n'en voit que 2 finalement. Et donc en fait tout le jeu, c'est de faire un travail de partitionnement, de classification, de clustering, de trouver des groupes à partir des distances, et il faut en gros que les distances entre ces points-là, entre les points d'un même cluster, soient plus petites que la distance entre les points de 2 clusters différents. C'est ça le principe. Donc c'est toute une histoire de distance, il faut qu'on trouve des distances entre les points. Alors ce qu'on voit, c'est que pour faire du clustering, il faut calculer des distances entre les points. Le problème, c'est que calculer des distances entre des points, c'est facile, mais calculer des distances entre des séries temporelles, c'est pas si évident que ça. Donc il y a un algorithme qui est très utile pour ça, et qui s'appelle le DTW pour Dynamic Time Warping, qui consiste en fait à faire correspondre les formes des différentes séries temporelles. Donc on va utiliser cette distance, et une fois qu'on a cette distance, eh bien faire le clustering, ça devient très facile. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai implémenté ça dans R. Bon, donc ça fait 4 fois que je réenregistre cette partie parce que j'ai des mouettes qui crient dehors, donc j'ai la flemme de réenregistrer. Si vous entendez des mouettes, tant pis. Donc on part sur quelque chose de, voilà, comme d'habitude sur le script. Le début du script est sensiblement similaire à celui de la dernière vidéo. Ici c'est pour récupérer les données sur le GitHub de l'université Johns Hopkins, donc je vous remettrai un lien dans la description. Ici tous les packages que j'utilise, et puis là je commence à travailler. Donc il y a une centaine de lignes, c'est pas énorme. Donc on utilise plusieurs packages. Moi j'utilise le tidyverse pour tout ce qui est manipulation de données, l'hybridate pour pouvoir manipuler des dates, dtvclust qui est le package qui nous servira à faire du clustering de séries temporelles. En fait le package dtvclust il permet de tout faire automatiquement. Moi j'ai pris une autre approche, j'ai fait un mix entre dtvclust et puis du manuel. VPP 2019 qui contient la population mondiale
pour chaque pays, enfin qui contient la population totale pour chaque pays, country code qui fournit un dataset dans lequel on a pour chaque pays en fait les codes et puis aussi à quel continent ça correspond. J'en suis servi parce que moi je voulais récupérer que les pays européens. Et puis Dynamic Tree Cut qui permet de choisir le nombre optimal de clusters dont on a besoin. Donc on commence par charger ces librairies, le code sera disponible dans la description hein, bien entendu. J'ai oublié la dernière fois mais là ça sera disponible. Ensuite on récupère nos données, donc on regarde les données, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau ici, donc on a province, état, country region, latitude, longitude, et puis ici les séries temporelles dans ce sens-là. Ok, donc d'abord nous ce qu'on veut faire c'est le remettre dans le bon format. Ce qu'on va utiliser pour calculer le DTW, c'est la fonction dist du package proxy avec la méthode DTV basique. Mais on peut aussi regarder très bien la fonction DTV basique du package DTV clust, et on voit en X ce qu'il veut, c'est une time series, et en gros si on a plusieurs séries temporelles, ce qu'on va avoir c'est chaque série temporelle étant ligne. Donc concrètement le tableau qu'on a ici il est bon parce qu'on a une série temporelle par ligne. Hein, on voit ici on a la série temporelle pour Afghanistan, pour l'Albanie, pour l'Algérie, mais on a des problèmes. Par exemple on voit ici que l'Australie, ben c'est découpé en plusieurs provinces. Et il y a plusieurs pays où c'est le cas, le Canada, etc. Donc on va devoir manipuler un petit peu ces données pour les mettre dans la forme qui va bien. Et ça, c'est l'objet de toute cette partie, qui est pas très longue, mais qui est assez bizarre à comprendre. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est récupérer les jeux de données population et code list des packages respectivement VPP 2019 et country code. Donc, data pop, ça m'a donné plusieurs jeux de données, dont pop, qui est moi jeu de données qui m'intéresse. En fait, on voit ici pour chacun des pays la population en 2020, en milliers d'habitants, donc moi je récupérais ça. Et puis dans code list, qui est là, mince, on le voit pas, on a juste en fait le nom des pays avec le continent auquel ça appartient, donc je me suis servi de ça. J'aurais pu le faire à la main, mais j'ai eu la flemme. Donc déjà ce que je fais, c'est que je vais récupérer tous les pays européens. Donc comment je fais? Je fais code list et je filtre en fait très simplement, je vais garder que les lignes pour lequel continent ça vaut Europe. Donc comme ça je vais garder que les trucs européens. Et puis ensuite je vais récupérer la colonne country name en qui contient les noms des pays en anglais, puis je vais utiliser la commande pool pour en faire un vecteur. Donc je vais stocker dans le vecteur eu.country la liste des pays d'Europe. Voilà. Ensuite, ici, avec cette commande-là, je vais prendre le fichier pop, je vais retirer les 29 premières lignes parce qu'elles correspondent à rien de particulier en fait. C'est monde, l'Afrique subsaharienne, voilà, c'est pas des vrais pays en fait. Donc j'ai retiré tout ça, jusqu'à la ligne 29, ici, paf. Ok. Et puis j'ai sélectionné la colonne qui s'appelle 2020, et comme ça dans my pop data, ici, eh bien j'ai juste un tableau avec le pays, et puis la population. Donc comme ça permet de faire correspondre le pays et la population. Donc maintenant je mets mes données en forme, mais en fait c'est presque ça le plus long. Hein. Donc je prends mon jeu de données qui s'appelle Time Series 19 Covid Death. Moi je travaille sur la mortalité, pas sur les cas. Je passe ça en long pour qu'on ait... Alors je vais vous montrer pas à pas, en fait je vais juste retirer ceci. Voilà, et puis je vais d'abord le passer en long. En le passant en long, ce que j'ai, c'est que je vais avoir non pas comme j'avais tout au départ ici les dates en colonne, mais je vais avoir une colonne qui contient toutes les dates. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la commande mutate pour convertir la date ici, parce qu'on voit que la date là c'est une chaîne de caractères, donc je vais le convertir en format date pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, je vais agréger mes valeurs par pays. Voilà, en fait, je vais combiner toutes les provinces. Donc j'utilise un group by country region et date, donc comme ça je vais avoir la valeur cumulée par pays et par date. Je calcule ça. Et ensuite, là, avec le left join, je vais prendre tout ce qui est passé ici, tout ce que j'ai, et je vais lui coller mypop data, donc je vais lui coller la population de la population du pays en fait. Donc à ce moment-là, j'ai ce genre de tableau, le pays, la date, la value, donc c'est le nombre de morts cumulés,
et puis le nombre d'habitants en milliers d'habitants. Donc on voit que forcément c'est le même à chaque fois, hein. Pour Afghanistan on a toujours le même nombre d'habitants. Ok. Hop. Ensuite, là ici, juste je change le nom. La colonne qui s'appelle 2020, je vais l'appeler pop, parce que quand on a des noms de colonnes qui sont des chiffres, c'est parfois un petit peu pénible. Ensuite ici, je vais standardiser, je vais calculer value underscore stdz. En gros, je divise le nombre de morts du Covid par la population. Comme 100 millions d'habitants, j'ai rajouté un facteur 1000, mais ça me permet d'avoir le taux de décès dans la population par millier d'habitants. Voilà, très bêtement. Et puis ensuite, je reshape un petit peu pour remettre dans le bon sens, et puis retirer les choses où il y a des NA. Et là, ici, je vais garder que les pays qui sont dans la liste des pays européens, et puis je vais aussi garder la Chine, les États-Unis et le Brésil. D'accord? Donc, ça c'est juste une façon de remettre ces données en forme. Donc si je regarde ce que j'ai maintenant, j'ai un jeu de données qui s'appelle MyTS, que je ne trouve pas... MyTSD, donc j'ai bien ce qu'il faut. J'ai le pays, et puis ici j'ai à chaque fois la date, avec le nombre de morts en nombre de morts par million d'habitants, qui évolue dans le temps par pays. Donc ça c'est cool. Pour faire des graphes, je vous renvoie à la vidéo précédente qui montre comment c'est. Alors pourquoi j'utilise ça? Pourquoi je dois remettre dans ce format-là? Parce que c'est le format qui est attendu par le package que je vais utiliser après. Ici, ce que je fais, c'est que je vais stocker le nom des pays dans un vecteur. Hop, et puis je vais supprimer la colonne qui s'appelle country region de mon fichier, de mon jeu de données qui s'appelle mytsd, en lui attribuant la valeur null. Ce qui fait que ça va me retirer la colonne. On peut regarder, hein. Ici j'ai bien la colonne, ok. Maintenant je lui passe la valeur null, et j'ai plus la colonne. Si on regarde, voilà, la colonne a disparu. Bon, on a fait ça, on a déjà bien avancé, on est arrivé à peu près dans le format qu'on voulait, parce que je vous rappelle que nous, avec la fonction qu'on va utiliser pour calculer les distances entre les séries temporelles, on doit avoir une série temporelle par ligne. Ensuite ici, j'ai fabriqué un deuxième jeu de données qui s'appelle .norm, que j'ai passé à la fonction zscore.norm. Zscore, en fait, il fait aussi partie du package dtvclust et il permet de centrer réduire comment ça s'appelle? Il permet de centrer réduire les variables, chaque série temporelle par rapport à elle-même, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, y a un truc qui est fou, c'est que si on veut faire finalement du clustering, avec le package dtvclust, on peut le faire très simplement en utilisant interactive clustering. Donc je le charge, on voit que ça m'écrit en dessous listening to blablabla blablabla. Et en fait, ce que ça a fait bêtement, c'est que ça m'a ouvert une page web avec une petite application qui nous permet de travailler. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça m'a ouvert comme page web. Donc ici on doit lui donner les séries temporelles qu'on veut. Donc moi j'en ai 38. Donc je vais passer de 1 à 38. Voilà, ici ça nous affiche toutes nos séries temporelles. Et puis ensuite on peut aller dans cluster. Paf. Et là on peut choisir de faire notre clustering. Donc par exemple on va faire du partitional avec 4 clusters différents en utilisant la métrique DTV basique, le centroïde ça sera PAM, etc. On appuie sur cluster et boum, ça nous sort des clusters. Si on veut afficher 4 clusters, il suffit de passer 4 ici, et voilà. Donc on voit ici que ça nous a calculé des groupes, très simplement, hein, ça nous a calculé des groupes, ça nous a trouvé 4 groupes, parce qu'il m'a demandé de faire 4 groupes, avec des formes différentes, selon les groupes. Donc ici on voit quelque chose qui monte très fort, jusqu'à 800 morts par million d'habitants, c'est énorme. Voilà, ici 500, 150, peu importe. Donc ça c'est une façon de le faire, on peut évaluer les clusters ici, en regardant la distance au centroïde, etc. On a des métriques qui nous permettent d'évaluer les clusters. Voilà, je vais pas faire un cours sur les clustering parce que ça prendrait 6 heures si on voulait tout voir bien, mais une façon très simple de faire des clusters avec différentes méthodes, c'est comme ça. Donc on voit d'ailleurs que il y a plusieurs façons de faire des clusters, donc pareil, on va pas faire un cours sur les clusters, moi je vais utiliser la méthode hierarchical, donc hiérarchique en faisant des arbres de partitionnement, parce que c'est la méthode que je préfère.
Donc, comment ça se passe quand on fait ça? Je vais revenir sur RStudio. Donc, pas oublier d'appuyer ici sur Stop pour arrêter l'application Shiny. Je vais calculer ma distance, donc avec la fonction dist du package proxy, et je vais calculer le DTV basique avec une window size qu'on doit pouvoir changer d'ailleurs, je pense. Pardon. Voilà, on va mettre null, comme ça on va pas lui mettre deux contraintes. Voilà. Ok. Et puis ici aussi. Donc là en fait à chaque fois je fais la même analyse, sauf qu'il y a une fois je le fais avec les données normales en nombre de morts par million d'habitants, et l'autre fois je le fais en nombre de morts aussi par million d'habitants, mais toutes les données sont centrées réduites par rapport à elles-mêmes, donc bornées entre -1 et 1. -1 et 1, donc elles sont dans le même référentiel. Ok, je vais juste calculer ça, Stung. Voilà, j'avais pas exécuté cette ligne. Ensuite, je dois convertir ces objets qu'on a, ces nouveaux objets, donc qui s'appellent mydist et mydistNorm, parce que ce sont des objets crossdist, et pour faire du partitionnement avec des arbres, on doit utiliser la fonction hclust ici, et la fonction hclust, elle demande des objets de type dist. Donc je les convertis avec la fonction asdist. Et on peut voir ici qu'elles sont de type crossdist, voilà, et une fois que j'utilise asdist, elles sont transformées en objets dist. Donc elles changent pas seulement de type, elles changent aussi un petit peu de structure à l'intérieur. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à faire mes arbres. Donc je vais faire un arbre de partitionnement à partir de ma matrice de distance, mydist, en utilisant la méthode average. Donc il y a plusieurs méthodes qui existent pour calculer des arbres. Moi j'ai utilisé average, qu'on appelle aussi UPGCM. Donc je fais mon arbre, et là si je veux l'afficher, en fait ça y est, il me l'a calculé, hein. Et si je veux afficher mon arbre, j'ai juste à faire plotCL. Donc on voit sur mon graphique, enfin là vous le voyez pas, il faut que je change de côté, on voit sur le graphique qu'il y a plusieurs groupes. Finalement on a un groupe ici, là le 4 il est un petit peu tout seul, on a un groupe là, on a un groupe là, on a un groupe là, donc voilà. On peut faire la même chose avec cl.norm. Pardon, je me suis trompé, je voulais faire plot.cl.norm. Donc cl.norm, c'est l'arbre qui est calculé sur les distances qui sont calculées sur les données normalisées. C'est un peu... Voilà. Mais voilà, donc on a un arbre qui est un petit peu différent, et avec pas forcément les mêmes clusters. Donc en fait ça dépend si on veut faire un cluster qui s'intéresse que à la forme de la série temporelle, parce que quand on a normalisé, ce qui va changer entre les séries temporelles c'est juste la forme, et si on n'a pas normalisé, on va pouvoir faire du clustering qui va aussi prendre en compte le taux de mortalité dans la population. Ça peut être aussi une information intéressante parce que s'il n'y a pas du tout de mesures qui permettent de limiter la propagation de l'épidémie, ce qui va arrêter l'épidémie, c'est quand il y a un certain pourcentage de la population qui est contaminée. Si c'est pas le cas, c'est qu'on a des mesures de distanciation sociale, de confinement, etc. qui ont stoppé la maladie. Donc là, il faut qu'on choisisse, à partir de ça, qu'on choisisse un nombre optimal de clusters, un nombre optimal de groupes. Et il y a des règles en fait pour choisir le nombre optimal de clusters. Donc on va pas les détailler parce qu'il y a plusieurs métriques à regarder et je peux pas faire une vidéo de 4 heures de long juste sur le clustering, c'est pas l'objet. Là l'objet c'est juste de vous montrer que c'est assez facile finalement de faire du clustering de séries temporelles en exercice de style comme ça. Donc moi j'utilise une fonction qui s'appelle cutDynamicTree qui permet, en lui passant l'arbre, voilà, ici on a fabriqué l'arbre qu'on a stocké dans un fichier dans un jeu de données qui s'appelle .cl, un objet qui s'appelle .cl qu'on voit ici, et on va passer cet arbre à la fonction cutTreeDynamicTree en lui disant trouve-moi le nombre optimum de groupes, et sachant que le groupe le plus petit il doit avoir au moins deux séries temporelles dedans. Bon, il nous fait ça, pam, donc on va le faire pour les données normalisées et pas normalisées, et puis ensuite on fait un data frame où on met le nom des pays et puis les clusters auxquels appartiennent chacun des pays. Donc si on regarde par exemple, on a cluster DF ici, donc on va trier. On va trier en normalisé, par exemple, là vous allez voir que la Chine c'est très particulier. Donc on a la Chine qui est toute seule. Ensuite on a un groupe de pays, l'Irlande, Royaume-Uni, Croatie, Finlande, Malte, Latvia, la Slovaquie,
la Suède, non pas la Suède. Donc on a un deuxième groupe ensuite avec la Suède, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la France. Dans la France dans le groupe 3, avec voilà. Enfin, on a plusieurs groupes qui sont créés, et c'est pas forcément les mêmes groupes quand c'est pas normalisé. Bon. Alors, on va regarder, nous on va faire un graphique simplement, quand c'est avec les données normalisées. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends mon jeu de données de base, mytsd, qui est celui-ci. Ok ? Je lui rajoute les clusters, ici. Donc je lui rajoute en fait ce jeu de données là. Donc je vais me retrouver avec un jeu de données qui contient les séries temporelles, et puis qui contient le nom des pays, et puis le cluster, le groupe auquel ça appartient. Très bien. Ensuite, je vais le passer en format long, parce que pour travailler avec ggplot, on travaille en format long. Donc j'utilise pivot longer en lui retirant country name cluster et cluster norm, et donc ça, ce que ça va me donner, c'est un jeu de données où j'ai le nom du pays, le cluster auquel ça appartient, qui est dupliqué à chaque fois qu'on a le pays, pour les deux colonnes, un cluster ou cluster norm. Le nom, en fait, c'est la date, et puis la valeur, donc le nombre de morts cumulés. Ok. Ensuite, je vais faire comme avant. Donc là, ce que je fais, juste, c'est que je groupe par... Non, alors ça, c'était pas utile, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les données qui sont normalisées. Voilà, j'utilise mytsd.norm. Ok. Je vais utiliser mytsd.norm. Donc, je lui dis que le nom, en fait, c'est une date. Donc, en utilisant la commande ymd, je vous renvoie à la vidéo précédente, et je lui change le nom. En fait, je lui dis que name, je voudrais qu'il appelle date. Là, je ungroupe parce que j'ai pas besoin de grouper. Je fais un graphique où je fais des lignes, ensuite une tendance qui me permettra de savoir pour chaque cluster qu'est-ce que c'est la forme moyenne de la dynamique de l'épidémie. Et puis ensuite, je vais faire un graphique par cluster. Et donc, si je fais ce graphique, il me dit que ça va pas parce qu'il ne trouve pas valueSD, et c'est normal parce que je viens de changer des choses. Voilà, je vais passer juste du bon côté. Et voilà ce qu'on a. Et voilà ce qu'on a. Donc, dans le groupe 0, en fait, alors est-ce que je peux l'agrandir un petit peu? Donc il nous a trouvé automatiquement 8 clusters en normalisé. Et ce qui nous montre, en fait, donc le cluster 0, je vous rappelle, c'est la Chine. Et en fait, pourquoi c'est particulier? Parce que la Chine, ils ont eu un second pic, c'est ce qu'on voit ici. Et ils ont eu une forme toute bizarre, c'est un petit peu remonté, quoi. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que les clusters, ils correspondent à différentes phases de l'épidémie. Par exemple, pour le cluster 1, l'épidémie, elle est encore en progression linéaire. Alors que pour le cluster 6, 7 et 8, ça a plutôt ralenti. Ça a plutôt ralenti, mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour le cluster 6 et le cluster 7, eh ben, la courbe, elle a pas le même aplatissement tout à fait. Il y a ce qui veut dire que l'épidémie, elle a été arrêtée plus ou moins tôt. Donc c'est ça que ça donne comme information. Ici, on voit que ça commence à ralentir, mais c'est pas complètement ralenti, et ici, on voit que c'est encore sur la phase un petit peu croissante de la chose. Ici, complètement linéaire. Donc voilà, on peut calculer comme ça des groupes et voir des pays pour lesquels la dynamique de l'épidémie est totalement similaire. Donc cette vidéo, elle a été faite en partenariat avec Well & Wiss, qui est une société pour laquelle j'interviens en tant que consultant et formateur sur la statistique et les biostatistiques. Donc là, je vous ai montré un volet voilà, comment on pouvait très simplement en fait faire du clustering de séries temporelles sur R. Alors c'était pas du tout censé être un tuto pas à pas, mais si vous voulez avoir une analyse de ce clustering sur les séries temporelles, je vous renvoie, je vais vous mettre le lien dans la description du site web qu'ils ont fait. Ils ont aussi fait du clustering eux-mêmes, et puis ils ont une analyse plus pertinente sur ce que ça veut dire ce clustering, pourquoi on a ces groupes, etc. Donc je vous renverrai un lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu en dehors de ce que je fais d'habitude. Je voulais juste vous montrer que c'était assez simple de faire du clustering de séries temporelles. Et puis
voilà, retenez juste qu'il y a des packages qui font tout hein, dans R quand vous savez pas faire. Si vous vous demandez comment je vais faire du clustering de séries temporelles dans R, parce que c'est pas évident, il y a toujours des packages qui le font. Donc voilà, je vous mets le code dans la description, enfin un lien pour avoir le code dans la description, et puis bah pareil, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des suggestions, ou à m'écrire dans les commentaires. Voilà, à la prochaine fois.